Bonjour, c'est Isabelle Sansonetti, bienvenue sur mon podcast Injonction et Bistouri. Merci, chère auditrice, chers auditeurs, de me prêter vos oreilles attentives. Pour cet épisode, 3e de la série La Relève, dédiée aux jeunes docteurs qui se consacrent à l'esthétique, j'ai tendu mon micro au docteur Marie-Charlotte Dutot, chirurgienne plasticienne à Paris. Nous nous sommes retrouvés à la maison MyBlend, un lieu lumineux et inspirant pour une conversation sans tabou. Qu'est-ce qui donne envie d'opérer le visage ou le corps d'une personne quand nul autour de soi n'exerce cette profession ? Comment conjuguer l'éthique et les demandes éloignées de son propre goût ? Est-ce qu'on ressent une pression sur son apparence physique quand on est chirurgienne ? Ensemble, nous parlons de tout ça, mais également de techniques opératoires, de prise en charge sur mesure et des modes qui en éloignent, de l'image de soi, souvent impactée par les réseaux sociaux, et du tabou qui persiste. Micro. Bonjour docteur Marie-Charlotte Dutot, merci d'accepter de me rejoindre dans ce lieu lumineux, c'est le studio de la maison MyBlend. Vous êtes jeune chirurgienne plasticienne, qu'est-ce qui vous a amené à manier le bistouri, que ce soit pour embellir, pour rajeunir, voire pour transformer ? Alors moi, je viens d'une famille où personne n'est médecin. Ils sont tous plutôt dans l'enseignement primaire. Tout simplement, moi, j'étais très fan des séries américaines quand j'étais jeune. Et la chirurgie plastique particulièrement m'attirait parce qu'il y avait ce côté visuel avant-après que je trouvais fascinant. Je me rappelle quand j'étais au lycée, moi je passais des heures sur les sites des chirurgiens, alors plutôt américains à l'époque parce qu'ils postaient beaucoup de avant-après. C'était avant les réseaux sociaux, tout ça. Et j'essayais de comprendre comment c'était possible, comment ils arrivaient à passer du avant ou après. Je trouvais ça absolument fantastique. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très propre à notre spécialité, la chirurgie plastique. Ce côté visuel où au final tout le monde est capable de voir ce qui se passe, contrairement à un travail de chirurgien digestif où tout est à l'intérieur et malheureusement l'ampleur de leur travail est plus difficile à apprécier parfois. Donc quand vous parliez des séries, c'est Grey's Anatomy et Nip Tuck, j'imagine ? Exactement. Alors Nip Tuck, pas pour toutes les déviances, mais plutôt pour tout l'aspect visuel des chirurgies qui était hyper novateur. Et c'est rigolo parce que c'est une série qui repasse là actuellement sur Prime. Et j'ai re-regardé certains épisodes en me disant je vais trouver ça ridicule maintenant que je suis passée de l'autre côté. Et en fait non, ça reste quand même très très bien fait et très réaliste, tout l'aspect technique où on voit les interventions chirurgicales. C'est fou, oui, moi aussi je l'ai regardé. Alors le métier de chirurgien a longtemps été réservé aux hommes. C'est toujours difficile pour une femme ou les choses ont évolué ? Les choses évoluent parce que maintenant dans les études de médecine, c'est majoritairement des filles qui passent le concours. La chirurgie, ça reste un milieu plus masculin. Moi, dans le service hospitalier où j'étais, 100% des temps pleins, c'est-à-dire des praticiens qui sont attachés 100% à l'hôpital, n'étaient que des hommes. Donc, c'est en train de se féminiser, mais ça reste une spécialité plutôt masculine. Et à titre personnel, moi, quand j'étais externe, donc jeune étudiante en médecine, et que je disais que je voulais être chirurgien, tout le monde me disait « Tu feras dermato, tu voudras des enfants, tu feras jamais chirurgie ». Je leur ai prouvé qu'ils pouvaient se tromper. Il y a encore du travail. Oui, énormément. Vous vous souvenez de votre première opération ou de votre première patient ou premier patient d'ailleurs ? Alors je me souviens très bien de mon premier patient en libéral parce que là pour le coup on est seul donc c'est vraiment un beau moment où ça y est on est arrivé. Après, au cours des études de médecine, l'apprentissage il se fait de manière très progressive. Donc, c'est petit à petit, on va faire un geste durant toute une intervention, et puis on nous lâche petit à petit plus la main pour faire de plus en plus de gestes. Donc, j'aurais du mal à dire quel a été mon premier vrai patient à moi de ce côté-là. Par contre, j'en ai énormément qui m'ont beaucoup marqué, et plus que les autres de par leur histoire et de la longévité parfois du suivi qui a été le leur. Vous avez un exemple ? J'ai travaillé dans un centre de grands brûlés pendant plusieurs années à l'hôpital Saint-Louis. Et là, forcément, des histoires très très marquantes, des accidents horribles et des patients derrière qui ont un suivi extrêmement important et dans lequel le chirurgien est plutôt central puisque c'est vraiment pour le coup du sauvetage vital. C'est contrairement à tout le reste de la chirurgie plastique. Donc oui, il y a des histoires un peu difficiles et des patients avec qui je suis encore en contact maintenant, bien que ce ne soit plus moi qui sois leur chirurgien. Oui, mais ça crée des liens forts. Oui, forcément. Et j'allais vous demander justement, vous faites une différence entre intervenir sur de la réparation, donc en chirurgie réparatrice, et intervenir en esthétique. Est-ce que vous la faites ou est-ce que les patients la font d'ailleurs ? Alors les patients la font peut-être, moi je ne la fais pas. Et je trouve que ce n'est pas un hasard si notre spécialité, elle nous permet de prendre en charge à la fois un grand brûlé ou un accidenté de la route et à la fois une femme qui a du mal à assumer son reflet dans le miroir.
l'importance de notre profession, c'est prendre en charge à la fois l'aspect technique, visuel et l'aspect psychologique. Et en chirurgie esthétique, même si ça peut paraître un peu plus léger, ça l'est pas pour les patientes. Une patiente qui est très complexée par sa poitrine ou par son visage, pour elle, c'est aussi grave presque que si elle avait subi un accident. C'est pas parce que c'est de naissance ou que c'est lié au vieillissement, au final, que leur ressenti, c'est moins grave que quelque chose qui arrive par accident. Donc c'est pour ça que moi, je prends en charge de la même manière, avec en tout cas la même, compassion et douceur, ces patients-là, parce que on peut pas savoir comment les gens vivent avec leurs défauts. Enfin, je trouve ça assez facile de dire aux gens, il faut s'accepter, faites comme ça. Voilà. Quand un défaut est de naissance, pourquoi est-ce qu'il devrait être plus facilement accepté qu'un défaut acquis par un accident de la vie au final ? Alors, vous êtes formé pour opérer sur le corps, tout le corps, l'ensemble du corps, c'est-à-dire le visage. Je regardais, c'est assez impressionnant. Je crois que j'ai repéré 19 interventions différentes. Même plus, je pense. Même plus, non, je parlais juste en chirurgie. Oui, mais même plus. Ouais. Même plus. Donc, c'est vrai qu'on est les chirurgiens de la peau, avant tout. Donc, par définition, on intervient sur toutes les zones du corps. Donc c'est vrai qu'on peut opérer un pied, une main, un visage, une poitrine, une silhouette. Alors on rentre pas en profondeur comme va le faire un chirurgien orthopédiste ou encore un chirurgien viscéral. Nous on reste sur la surface, mais on peut toucher absolument à toutes les zones du corps et ça nécessite du coup une connaissance aussi d'anatomie assez variée. C'est pour ça que c'est une spécialité passionnante, c'est qu'au fil d'une même journée on peut presque opérer tout le corps entier. Oui, mais alors on aime forcément toutes les interventions et est-ce que, moi de l'extérieur je me dis... un chirurgien, quand il opère de nombreuses fois cette technique et cette partie du corps, il acquiert en dextérité, donc vaut mieux consulter quelqu'un qui fait très souvent une intervention. Si on fait toutes les interventions, on ne les fait peut-être pas à la même fréquence. Est-ce qu'il y a des opérations aussi que vous aimez moins faire et que dans ce cas, quand vous n'avez pas forcément le temps, vous déléguez ou comment ça se passe ? Alors, est-ce qu'on peut vraiment tout maîtriser ? Tout dépend de sa formation initiale et tout dépend de ce qu'on aime faire. Les gestes en fait de chirurgie plastique restent assez répétitifs en fait, quelle que soit la zone du corps. Donc une fois qu'on connaît toute l'anatomie, une fois qu'on a beaucoup fait toutes les interventions, bien sûr que certains chirurgiens vont développer une affection particulière pour certaines interventions. Moi-même, il y a des interventions que j'aime particulièrement. L'activité libérale fait qu'on est de toute façon obligé d'éliminer certaines interventions chirurgicales. Je vous parlais tout à l'heure des grands brûlés. C'est évident que ce n'est pas des patients qu'on peut prendre en charge seuls en ville. La reconstruction mammaire, c'est une chirurgie aussi particulière, j'en fais moi-même, mais il y a des techniques spécifiques de reconstruction mammaire que je ne peux pas proposer à mes patientes en ville, car il faut des grosses équipes. Donc dans ce cas, les patientes peuvent être redirigées vers d'autres centres où il y a des plus grosses équipes pour des interventions qui peuvent durer parfois 6-7 heures. C'est sûr et certain que je ne vais pas pouvoir, moi, les assumer seule. Oui, il y a des choses qu'on aime plus que d'autres. Il y a des confrères qui décident de ne faire plus que du nez, que du sein. Moi, c'est vrai que j'ai eu la chance de bénéficier d'une formation très variée à Paris, à l'hôpital Saint-Louis entre autres, mais dans tous les CHU parisiens, ce qui m'a permis de toucher un petit peu à tout. Aujourd'hui, j'aime encore tout, je reste assez excitée, si je puis dire, à presque chaque intervention. Peut-être qu'au fil des années, oui, il y en a certaines que j'arrêterai. Pour le moment, je ne me vois pas changer ma pratique. Et alors, là, vos préférés ? Alors j'avoue que les prothèses mammaires, je trouve que c'est assez satisfaisant parce qu'on a un résultat visuel tout de suite et les patientes le voient aussi tout de suite et on a l'impression que c'est le matin de Noël un petit peu quand on défait les pansements, donc ça c'est hyper agréable. Et après, le visage, je trouve que là il y a une charge de responsabilité supplémentaire et moi je trouve ça toujours... c'est un honneur suprême pour moi quand un patient me confie son visage parce que je mesure le degré de confiance qu'il met dans ma personne et donc je trouve que c'est un moment un petit peu plus spécial encore. Ça vous est déjà arrivé d'avoir peur pendant une opération, après une opération ? Oui, bien sûr. Ouais. Ça m'est déjà arrivé pendant une fois sur un cas assez difficile de cancer au niveau de la peau du scalp d'un monsieur où la tumeur avait été assez agressive et on s'est retrouvé à avoir presque une exposition des méninges. Fort heureusement, ça m'est arrivé quand j'étais dans un service hospitalier où justement on a une grosse équipe et on a pu s'occuper très bien du patient, faire appel au neurochirurgien. Encore une fois, voilà, il faut sélectionner les patients qu'on peut faire en ville et ce patient-là, c'était un patient à faire à l'hôpital et c'était certain. Après, c'est la seule fois où je me rappelle vraiment avoir eu peur parce qu'après, le métier d'un chirurgien, ça se rapproche beaucoup de celui d'un pilote de ligne en fin de compte.
99,99% du temps, on sait très bien ce qui va se passer pendant toute l'intervention parce que ça a été décidé en amont et après on est un peu des automates. On réfléchit beaucoup moins pendant qu'en amont. Pendant, pour moi, il ne faut pas se poser de questions, sinon c'est qu'on n'a pas bien préparé son intervention et son dossier. Donc pendant, j'ai pas de raison d'avoir peur puisque pour moi c'est vraiment la routine. Souvent les patients sont très stressés, moi je leur dis mais pour vous, c'est un événement majeur. Pour moi, on est juste jeudi. C'est normal. Et après, non, c'est pas de la peur, c'est parfois de l'inquiétude pour certains patients qui peuvent avoir des complications, comme il y en a pour tous, ou qui sont parfois un peu isolés et pour qui la charge psychologique peut être un petit peu difficile. Et comme j'essaie de me rendre le plus disponible possible pour mes patientes en post-opératoire, ça représente aussi une charge de travail qui est difficile à quantifier, mais qui est présente. Donc oui, il y a tout le suivi qui est presque aussi important que l'acte en lui-même. Après une opération, vous êtes souvent aussi satisfaite que la patiente, moins satisfaite, enfin comment ça se passe? Alors souvent les patients, soit il y a des interventions où ils voient tout de suite le résultat, comme je disais pour les prothèses quand même, le résultat est assez visuel rapidement. Après souvent c'est quand même pas tout de suite hyper joli à regarder, il peut y avoir des bleus, des fils, des croûtes, enfin voilà c'est gonflé, ça ressemble pas toujours au résultat. Et c'est là où je disais la relation elle est très importante parce que nous on est capable de voir au-delà des bleus, on sait visualiser ce qui va se passer comme évolution et donc on sait d'emblée que ça va être bien ou que ça va être moins bien, ou, enfin on le sait nous. Oui. Et donc c'est là que c'est hyper important que le patient il fasse confiance à son chirurgien parce que lui, il sort d'une intervention, il a mal, il est fatigué, il est stressé, etc. Il faut qu'il ait confiance quand le chirurgien lui dit c'est fantastique, vous allez être hyper contente, il faut juste attendre 1 mois ou 2 et vous allez voir. Oui. Et c'est ça qui est difficile, il faut vraiment avoir confiance. Oui, parce qu'il doit y avoir des patients plus stressés que d'autres. Oui, bien sûr. Ou qui font des bêtises peut-être. Non, oui, tout est possible, surtout les seules grosses bêtises qu'on peut faire, c'est fumer, globalement, ça, oui, mais bon. Ça, oui, c'est compliqué. Hein. Oui. L'arrêt de la cigarette, c'est pas forcément... C'est très compliqué, malheureusement, on donne la consigne, après on ne sait jamais exactement comment ça va être respecté, malheureusement. Alors vous avez déjà recouru à la médecine ou à la chirurgie esthétique. Est-ce que c'est une question que vos patientes vous posent? Alors parfois ils la posent un petit peu par curiosité, comme ils vont me demander mon âge ou des choses comme ça. Chirurgie esthétique, je n'ai jamais eu recours, mais alors je ne suis pas du tout fermée dans un futur à y avoir recours. J'ai eu un enfant pour le moment, donc c'est vrai que ça me fait encore plus prendre conscience de certaines demandes que les femmes peuvent avoir, que je comprenais avant, mais je les comprends différemment maintenant. Le vieillissement, c'est aussi quelque chose bien sûr auquel je me prépare et je ne suis pas du tout fermée. Forcément, une fois qu'on sait, alors ce qui sera le plus difficile pour moi, je pense, ce sera de choisir mon chirurgien. Oui, parce que là, pour le coup, vous ne pouvez pas vous opérer. Je serai une patiente horrible, je pense, parce que je serai très exigeante. Et la médecine esthétique, oui. Alors là, pour le coup... ce serait idiot de s'en priver. Alors pareil, c'est assez difficile je suis incapable de m'auto-injecter, mais je connais plein de collègues qui le font devant un miroir. Alors ça, il m'impressionne. Mais oui, les injections de Botox, les skin boosters, des petites choses qui permettent de prendre soin de soi, je serais folle de pas en profiter. Oui, non, mais vous êtes tellement jeune qu'on a l'impression que vous n'avez pas besoin. C'est parce que je m'occupe bien de moi, du coup, si vous dites ça. Vous venez de me dire quelque chose quand même qui m'a... Je pense pas que les patients demandent leur âge à tous les chirurgiens qui les opèrent. Non, mais il y a toujours, je pense, une petite crainte quand on voit un chirurgien jeune, entre guillemets, parce que j'ai pas non plus 25 ans. Donc elles veulent savoir un petit peu forcément si j'ai pas commencé hier, quoi. Donc ça rassure. Oui. Bon, je pense qu'à un moment on arrêtera de me poser la question. Mais sinon elles sont un peu curieuses parce que moi j'ai 35 ans. À 35 ans, il y a des femmes qui ont l'air d'en avoir 25 et puis il y en a d'autres qui font bien 35 ans. Et donc forcément elles ont envie de savoir et puis il y a toujours un petit peu cette croyance qu'on a accès à des petits secrets anti-âge qu'on révèle à que les initiés. Donc c'est pour ça qu'elles sont un peu curieuses, mais je ne leur en veux pas. Vous dites elles parce que la majorité de votre patientèle est féminine. Oui, et surtout celles qui me posent des questions intimes, heureusement, c'est plus les patientes féminines qui se le permettent parce qu'elles sont à l'aise. Mais je dirais 80% de ma patientèle féminine. Je pense que c'est un petit peu en train d'évoluer. Peut-être aussi grâce aux compagnes de ces messieurs qui arrivent à les pousser au bout d'un moment. Les injections à titre anti-âge ou bonne mine, le traitement des cernes, il y a quand même pas mal d'hommes qui commencent à sauter le pas.
Et sinon, les interventions chirurgicales, alors les implants de cheveux, ça pour le coup, ils sont des bons candidats depuis de nombreuses années. Et puis les liposuctions, les rhinoplasties, la chirurgie anti-âge, ça monte quand même aussi quand même pas mal chez les hommes. Les paupières peut-être. Ouais. Alors c'est quoi un bon chirurgien pour vous? C'est quelqu'un qui cherche un résultat moyen, disons en tout cas, quand je dis moyen, c'est-à-dire standard, quoi, on va dire, ou c'est quelqu'un qui va chercher un résultat bluffant, mais ce qui peut impliquer une prise de risque supérieure? C'est une très bonne question. La plupart du temps, il n'y a pas le choix de plusieurs techniques. C'est-à-dire que si le patient il a un défaut, il y a un traitement qui est à peu près standardisé. Et si la personne consulte 3 chirurgiens différents, normalement, elle devrait recevoir 3 propositions qui sont similaires. Il y a certains cas qui sont un petit peu entre deux. Oui, si on veut pousser un peu pour avoir un meilleur résultat, il faut prendre un sur-risque de complications. Ça peut arriver. Je pense que c'est quelque chose qui se discute énormément avec le patient et où la décision elle doit être prise de manière conjointe entre patient et chirurgien. Car l'avantage de notre spécialité, c'est qu'il n'y a jamais d'urgence. Donc déjà, il y a toujours ce temps de réflexion et de stratégie qui est primordial. Je trouve quand même que la prise de risque en chirurgie esthétique ne se justifie pas tellement. Quand on fait une chirurgie pour venir enlever un cancer, on va dire au patient on a un risque d'abîmer tel organe, mais c'est pour vous sauver la vie. Je pense que de manière évidente, le patient il est informé, mais la décision elle est prise. En chirurgie esthétique, pour moi, on est avant tout là pour pas ramener d'autres problèmes. Oui, c'est sûr. Donc la prise de risque, je trouve qu'elle est difficile à justifier. Donc moi personnellement, mon objectif en 1, c'est la satisfaction du patient, mais en 2, juste après, c'est de manière la plus simple et la moins risquée. Et c'est d'ailleurs en général ce que les patients demandent. C'est j'aimerais ça, mais surtout par contre, je veux pas risquer d'avoir ci, ça, des déformations, des complications, ça me fait peur. Oui. Faut pas oublier qu'on est quand même des médecins, on n'est pas là pour causer des complications, des problèmes, alors que le patient initialement n'a pas de maladie grave qu'il faut absolument traiter. Oui, vous traitez des gens en bonne santé. Exactement, c'est toute une la prise de difficulté. risque déjà en soi. Oui. Et est-ce qu'un bon chirurgien, c'est aussi quelqu'un qui dit à peu près ce qui va se passer? Parce qu'on a l'impression, par exemple, pour les suites, souvent les chirurgiens donnent une idée d'un nombre de jours ou d'un temps de récupération et les patients disent ah oui, ben, finalement ça a duré beaucoup plus longtemps que ce qu'on m'avait dit. Et aussi, j'allais dire, pour certaines douleurs, par exemple post-lifting et tout, alors est-ce que c'est des douleurs durables, c'est normal d'ailleurs ou pas sur un lifting? Est-ce que là encore, est-ce que ça dépend de certaines techniques ou... Oui, alors en médecine, tout peut se voir. C'est ça la difficulté, c'est que le corps humain, c'est un organe, une machine très complexe et il y a des phénomènes parfois on ne sait pas expliquer. Donc c'est difficile de prévenir le patient de choses rares et pas forcément graves en soi. C'est-à-dire que la majorité des petits désagréments, ils finissent par rentrer dans l'ordre aussi. S'il y a des petites douleurs, des choses, c'est pas normalement des choses qui sont durables. Donc il faut informer le plus possible le patient de comment vont se passer les suites, afin de mieux le préparer et que le jour où ces petites, les bleus apparaissent, ça démange, c'est rouge, ça fait mal, il sache déjà en amont, ah bah ça c'est bon, mon chirurgien m'avait dit que ça allait se passer, donc je ne m'inquiète pas. Le plus d'informations possible doit être délivré en amont. Alors, il ne faut pas non plus noyer le patient sous un flot d'infos, mais malheureusement, la médecine actuellement, elle est faite de façon à ce qu'on est dans l'obligation de délivrer le maximum d'informations. Donc il faut pouvoir le faire de manière répétitive parce que le patient ne va pas tout retenir en une fois et de toute façon à un moment c'est un trop plein d'informations. Donc c'est pour ça que c'est très important d'avoir un accompagnement rapproché aussi en post-opératoire pour dire bon bah là il y a ça qui se passe, vous vous rappelez, on en avait discuté, oui je suis pas inquiète, la semaine prochaine il va peut-être se passer ci et ça mais vous inquiétez pas. Donc il faut donner des durées, oui, ça peut toujours varier un petit peu. Moi, je préfère quand même préparer un petit peu au pire. Déjà, comme ça, les patients sont plutôt contents en se disant finalement, ça s'est mieux passé. Et surtout, la particularité de notre spécialité, c'est les patients n'ont pas d'arrêt maladie en post-opératoire. Donc, c'est à eux de s'organiser par rapport à leur activité professionnelle. Alors, je parle vraiment de la chirurgie esthétique pure. Bien sûr. Et c'est vrai que typiquement, quelqu'un qui se fait opérer des paupières, à qui on dirait la semaine prochaine vous pouvez aller travailler, et puis en fait elle a un énorme bleu qui lui reste, c'est très 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 embêtant pour elle dans sa vie pro et sa vie perso, alors qu'on parle que d'un bleu. C'est pour ça qu'il faut quand même préparer un petit peu au pire pour que les patients puissent s'organiser de leur côté.
Oui, alors c'est compliqué, c'est un peu à double tranchant parce que si on déroule toutes les complications possibles, peut-être que c'est dissuasif et que la personne ne se fera jamais opérer. Et finalement, c'est peut-être pas si grave. Voilà. Moi, c'est exactement ce que je leur dis. Je leur dis toutes les complications. Elles ont toujours peur. Je leur dis, mais c'est normal et c'est très bien. C'est-à-dire que vous êtes très intelligente et que vous avez compris ce qui se passait. Peut-être qu'un jour, votre mal-être, il va être tellement important que ça vaudra le coup pour vous de prendre ces risques-là. Si ce n'est pas le cas, tant mieux. Ça veut dire qu'au final, vous pouvez rester tel quel. C'est ça l'objectif. Je trouve que l'avantage de notre époque et d'Internet et des réseaux, c'est que les patientes arrivent en consultation assez informées déjà. Elles savent à peu près quand même les grandes lignes des interventions. Elles discutent beaucoup. Il y a toujours une amie d'amis qui a fait, qui peut dire que... Donc, les patientes qui arrivent en consultation, elles sont quand même déjà presque acquises à la cause, sauf si vraiment c'est nous qui devons dire non, là vraiment c'est pas possible. Donc oui, le taux de conversion, si je puis dire, il est assez élevé parce que justement les patientes savent déjà beaucoup de choses, donc ça facilite beaucoup notre travail. Alors pour une patiente, un patient, c'est vraiment la base de prendre le temps de trouver le ou la chirurgienne qui va savoir l'écouter, en qui il ou elle aura confiance. Mais c'est quoi pour vous un bon patient ou une bonne patiente? C'est un patient qui comprend les enjeux d'une intervention. C'est hyper important pour la satisfaction post-opératoire qu'il comprenne ce qu'il peut obtenir comme résultat et ce qu'il ne peut pas obtenir. Parce qu'il y a des patients forcément qui arrivent avec des attentes démesurées. Donc c'est très important qu'on sente, nous chirurgiens, que le patient en face, il a bien compris ce qu'il pouvait avoir et ce qu'il n'aurait pas. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui comprend certaines complications qui, si elles arrivent, ne sont pas forcément la faute ni du patient ni du chirurgien, et que l'important, c'est que le chirurgien sera là pour lui et pour le suivre et pour le soutenir et le prendre en charge si ces complications arrivent. C'est vraiment un travail d'équipe. Il faut savoir qu'un chirurgien, quand il opère quelqu'un, il engage sa responsabilité pour 30 ans. Ah oui? Oui. Donc vous pensez bien que nous, on a aussi envie d'opérer des patients avec qui on peut développer une relation qui est saine, c'est-à-dire de confiance. Le patient, on sent qu'il nous fait confiance et que nous, on peut lui faire confiance aussi pour bien suivre les consignes post-opératoires, pour bien venir au rendez-vous et pour être patient au sens propre du terme, pour avoir les bons résultats à temps et que s'il y a une complication, on continuera à s'occuper d'eux et qu'il n'y a pas de rupture de cette relation. Mais c'est vraiment bilatéral comme relation. Oui, donc parfois vous dites non, soit parce que techniquement la demande ne correspond pas à une intervention que vous pourriez proposer, ou parce que vous ne sentez pas le patient. Oui, tout à fait. Et c'est pas quelque chose d'affectif ou de personnalité, c'est juste si je sens il va être déçu. C'est souvent le cas pour les demandes de liposuction. Sur des zones où la peau est pas belle, le résultat va pas être top. Et on sent que le patient, il a beau dire « mais si, je vous en supplie, faites-le, j'en peux plus ». Moi, je leur dis « mais ça va être pire ». Et moi, je ne veux pas être responsable d'une aggravation de votre état. Et parfois, ils ont du mal à comprendre parce qu'ils ont cette idée que la chirurgie plastique, c'est un petit coup de baguette magique et qu'on fait un peu ce qu'on veut. Ben non, parfois, ça ne marche pas et dans ce cas, il ne faut pas le faire. Quand on sent que le patient ne comprend pas ça, il vaut mieux lui dire non. Qu'est-ce qui vous rapproche ou au contraire vous distingue de vos pairs plus âgés? Alors, difficile à dire. On dit souvent qu'on a les patients qui nous ressemblent et les patients qu'on mérite. Et c'est vrai que moi, c'est quelque chose que j'ai constaté, c'est que ma patientèle, pour la plupart, c'est vraiment des personnes avec qui je pourrais aller boire un café après la consultation. Donc, je sens qu'il y a quand même peut-être une proximité avec mes patientes, que forcément, un homme de 60 ans, peut-être qui instaure une relation différente, peut-être avec plus de distance ou de hauteur, va pas avoir cette même relation, mais c'est exactement ce que certains patients vont rechercher aussi, une forme d'autorité que moi je n'applique pas avec mes patients. Pour moi, c'est vraiment plus à nouveau un travail d'équipe, alors que peut-être les anciennes générations de chirurgiens vont avoir encore cette idée de paternaliste, de moi je suis là pour dire au patient ce qu'il doit faire et derrière, voilà, c'est un peu plus froid. Ensuite, je sais qu'il y a un débat que j'ai avec beaucoup de confrères et les plus âgés n'ont pas la même vision que moi. C'est toujours la même chose de est-ce que c'est à nous de dire aux patients
ce qu'il doit faire ou pas. Je m'explique, ça arrive très souvent que les patientes, surtout à visée de médecine esthétique, arrivent en disant je m'aime pas, dites-moi ce que je dois faire, dites-moi ce que vous feriez à ma place. Et bah ça, moi je dis aux patientes, si vous n'êtes pas capable de voir ce qui ne va pas, c'est pas à moi de vous le dire, c'est qu'au final ça va. Si vous avez un défaut qui vous saute aux yeux, vous me dites lequel, mais je ne vais pas moi venir dire ah bah vous avez ci ici et puis là il faudrait ci. Bon voilà, ça c'est une approche qui est très différente, alors que j'ai des collègues qui sont tout à fait à l'aise à dire alors il vous faut du botox pour votre front, à vos paupières on va les enlever, puis on va vous mettre des pommettes et puis voilà. Moi ça j'aime pas trop à nouveau ce côté peut-être un peu supérieur du chirurgien. Un peu artiste, qui modèle. Oui, et puis à nouveau, les patientes et surtout les femmes sont déjà suffisamment, je trouve, fortes pour trouver le moindre petit défaut. J'ai pas envie qu'elles ressortent du cabinet en voyant d'autres qu'elles n'avaient pas vues avant. Et ça, j'ai beaucoup de femmes qui sont venues avec des discours comme ça, qui ont consulté chez d'autres chirurgiens, qui m'ont dit mais je venais le voir pour mes seins et quand il m'a examiné, il m'a dit aussi qu'il fallait aspirer mon ventre parce que ce serait plus joli et j'ai jamais été complexée par mon ventre, mais maintenant je pense qu'à ça. Oui. Non, on n'est pas là pour ça. À nouveau, on reste des médecins avant tout et notre rôle c'est que les gens se sentent mieux et pas de leur créer d'autres problèmes. Donc ça, je sais que c'est un peu à l'ancienne, je trouve. Oui. Et puis après, c'est peut-être une question aussi de disponibilité. Et ça fait partie aussi de la prise en charge post-opératoire, d'avoir une disponibilité qui est pour moi primordiale, que ce soit par mail, par téléphone. Et ça, je pense que les anciens sont peut-être un peu moins sur cette accessibilité. J'allais dire aussi les réseaux sociaux, parce que j'imagine que vous avez une approche des réseaux sociaux, peut-être une facilité à prendre en main ce nouvel outil que n'ont pas les plus âgés. Oui, alors c'est un peu double tranchant les réseaux sociaux parce que on a aussi après un peu les dérives des médecins influenceurs, ça se perd un petit peu, on ne sait plus trop où est l'info médicale et où sont les blagues. Donc oui, après, moi je le fais surtout à visée informative pour pouvoir communiquer des avant-après, ce que avant les autres chirurgiens faisaient sur des sites internet, sauf qu'en fait les réseaux sociaux nous permettent nous d'avoir la main très facilement sans faire appel à un webmaster qui actualise les sites internet. Donc moi c'est ça que j'aime dans Instagram typiquement, c'est de pouvoir juste publier mes résultats assez facilement et puis souvent créer du contenu qui m'est inspiré par des patientes qui vont me dire mais ça j'ai toujours pas compris quelle est la différence entre tel et tel traitement et vous pensez que Demi Moore elle a fait quoi à son visage. Enfin vous voyez c'est plus inspiré de la pratique courante. Ouais. Alors la chirurgie esthétique elle reste souvent critiquée, encore jugée futile, commerciale, bon bref, mais en fait ce sont souvent les excès qu'on critique. En ce moment notamment il y a un débat par rapport aux demandes, c'est-à-dire est-ce que finalement on ne devrait pas accepter toutes les demandes pour éviter certaines dérives de personnes qui vont voir des non-médecins. Voilà, c'est quoi pour vous cette notion d'éthique, comment vous l'abordez vous dans votre pratique? C'est surtout, avant tout, de ne pas oublier qu'on reste des médecins. C'est toujours pareil, c'est dire oui à tout, surtout pas. Il y a vraiment des gens à qui il faut dire non. Et malheureusement, si derrière ils vont voir des non-médecins pour se faire mutiler le visage, j'en suis la première désespérée, mais c'est pas pour autant qu'il faut leur dire oui, parce que ça leur rend pas du tout service. C'est plus une action des autorités judiciaires, je pense, qui doivent se mêler de ça. L'éthique, pour moi, c'est avant tout la chirurgie esthétique, comme on le disait tout à l'heure, vu qu'elle ne s'adresse pas à des gens malades, en tout cas pas d'une maladie organique, il ne faut pas leur créer d'autres problèmes. Pareil, il ne faut pas suivre des effets de mode. Une chirurgie esthétique, une belle chirurgie esthétique, elle doit être belle sur toute la vie. Il y a des interventions qui se font aujourd'hui, qui je pense n'existeront plus dans quelques années. Vous pensez à quoi par exemple? Les prothèses de fesses. Je pense que c'est une chirurgie qui est déjà en train de décroître, qui concernait vraiment une niche de patientes très particulière. Et je pense que c'est des patientes, dans 10-15 ans, elles vont regretter amèrement leur intervention. Et c'est contre-productif. On n'est pas là pour faire du joli instantané, pour faire une belle photo sur Instagram. Oui. Non, on est là pour rendre service aux patients et les soigner sur le long cours. Donc c'est pour ça que je disais ne pas oublier qu'on reste des médecins, on n'est pas là pour faire accéder à toutes les demandes, même les plus ubuesques. L'autre limite que moi je me pose, c'est de ne pas faire de technique qui retire des organes. Ça paraît complètement fou de devoir le dire, mais par exemple, en Amérique latine, et c'est en train d'arriver en France aussi, ils retirent des côtes pour affiner la taille.
Tout le monde avait entendu Marilyn Manson qui s'était fait retirer des côtes quand je me rappelle quand j'étais au lycée, on parlait de ça. Et ben, pour moi, c'était une légende urbaine. Maintenant, il y a vraiment des techniques pour retirer des côtes pour affiner la taille. Est-ce qu'il faut le faire ? C'est pas parce que techniquement c'est possible qu'il faut le faire. Donc ça, typiquement, je sais que je ne le ferai jamais. Il y a des techniques chirurgicales, on va venir enlever certaines glandes du visage pour affiner le cou, affiner les joues. Non, c'est pareil. La bichectomie. La bichectomie, parfois aussi pour les liftings, on va retirer des glandes salivaires pour vraiment sculpter l'ovale. Bon, moi, c'est des choses qui me dérangent. De venir toucher à des organes sains pour des raisons esthétiques, ça me dérange. Surtout quand on sait que, à nouveau, comme moi je fais la reconstruction mammaire, j'ai souvent des patientes qui ont eu une histoire de cancer du sein d'un côté, qui ont été opérées et qui sont demandeuses d'enlever l'autre sein, qui pourtant n'a aucun problème. Et bien, c'est des patientes à qui, la plupart du temps, on refuse cette chirurgie en leur disant « votre sein n'est pas malade, on ne va pas l'enlever ». Alors, sauf cas de chirurgie prophylactique où là, elles ont d'énormes risques de cancer du sein, on les enlève. Mais si elles n'ont pas cette mutation et ce risque, c'est des femmes souvent à qui on refuse cette chirurgie en disant « votre sein, il est comme le sein de n'importe qui, donc il n'y a pas de raison de vous l'enlever, il est sain ». Et pourtant, on va venir enlever des côtes à une jeune femme qui veut la taille plus fine. C'est ça qui me pose, moi, souci. C'est une chirurgie qui est en perpétuelle évolution, qui suit beaucoup de phénomènes de société. Donc, c'est pour ça que c'est une chirurgie qui est prête à débat éternel. Hein. Après, la chirurgie esthétique, ça existe depuis l'Égypte antique. Hein. Donc, c'est pas du tout quelque chose de sociétal actuel, c'est de tout temps. Mais il faut se poser des limites et pas suivre toutes les dernières modes juste pour être le premier à le faire. Et faut prendre soin des patients avant tout. Et d'ailleurs, j'allais vous poser la question, vous l'avez évoqué vous-même, la question des modes et des tendances, hein, parce que le ponytail lift, le BBL, donc le fameux BBL, les injections de graisse autologue dans les fesses pour qu'elles soient plus volumineuses, la nymphoplastie, est-ce que ça aussi, c'est pas devenu une tendance, faire la chirurgie de l'intime comme ça Certainement qu'il y a des excès sur ces interventions-là. Dans ma pratique, moi, personnelle, et les patientes que je reçois, moi, alors c'est pas que je les choisis, hein, c'est elles qui me choisissent plutôt, je ne suis pas témoin de ces excès-là. J'ai des patientes qui viennent, qui ont été opérées à l'étranger et qui viennent avec des complications désemparées parce qu'elles sont toutes seules et qu'elles sont abandonnées. Elles n'ont pas forcément été mal opérées, mais il n'y a pas de suivi. J'ai des patientes injectées qui me disent je vous avoue que c'était pas un médecin, mais est-ce que vous pouvez récupérer ça ? C'est problématique. Les nymphoplasties, j'en fais pas mal. C'est jamais de l'excès. En tout cas, les patientes que moi je vois, c'est une intervention qui rend vraiment service parce que c'est des patientes qui ont une réelle gêne fonctionnelle et pas que lors des rapports sexuels. Hein. Ça peut vraiment être pour faire du vélo, pour porter des jeans serrés. Donc là, il y a un vrai besoin et un vrai traitement qui rend service. Et les BBL, c'est pareil. J'en fais à des femmes où vous les voyez dans la rue, vous ne pouvez pas deviner qu'elles ont fait un BBL. Parce que tout est une question de tact et mesure. On n'est pas obligé de faire les fesses de Jennifer Lopez. Mais parfois, vous avez des femmes qui ont vraiment les fesses plates et qui vous disent « Mais moi, je fais du sport 8 fois par semaine, je fais que des squats, ça ne vient pas. » Et on met un petit peu de graisse et ça leur suffit à être ultra contente. Et bon, voilà. Mais il y a des excès pour tout. C'est vraiment qu'une question de style et de goût après. Oui. Et puis tout n'est peut-être pas un phénomène... de mode, par exemple, là, on a récemment parlé qu'un certain nombre de femmes qui ont eu des prothèses mammaires, justement, se les font retirer. Parce qu'on a l'impression qu'en ce moment, on fait un petit peu machine arrière sur un certain nombre de techniques. Est-ce que vous considérez que c'est une mode ou est-ce que ça arrive c'est multifactoriel, c'est-à-dire qu'on est habitué à ce qu'on voit le plus souvent. Donc c'est sûr que si vous ouvrez Instagram et que vous voyez que des femmes avec des 95D en maillot de bain, vous pensez que c'est la norme. Donc peut-être que c'est des femmes qui vont choisir d'avoir une forte poitrine si elles se font poser des prothèses, mais 10 ans plus tard, quand elles doivent les changer, leur corps n'est plus le même, elles n'ont plus la même vie, elles sont plus au même stade non plus. La femme qui vient pour une forte poitrine, on va discuter longuement, elle va essayer des prothèses et je vais bien l'alerter sur le fait que plus ces prothèses seront lourdes, plus sa poitrine elle va être abîmée, plus ce sera lourd à porter, qu'elle aura mal au dos, etc. Donc il faut qu'elle soit bien certaine. Après, s'il y en a qui veulent quand même des gros seins parce qu'elles ont rêvé de ça toute leur vie, on va le faire. Les premières demandes que moi j'ai à chaque fois les patientes, c'est par pitié, je veux pas ressembler à une bimbo, je veux pas qu'on se retourne sur moi dans la rue, je veux que ce soit harmonieux. C'est vraiment ce qu'elles disent toutes. Et après,
Par contre, on n'a vraiment pas tous la même définition de ce qui est naturel et harmonieux, donc c'est toujours drôle à constater. Mais oui, il y a des excès, mais en fait, le problème, c'est que c'est celles qui sont les plus exposées qui donnent l'impression que c'est la norme, alors que pas du tout, ça reste des cas exceptionnels. Alors, ça coûte cher en France de se faire opérer, d'où le développement. Alors, je ne sais pas si ça se développe finalement tant que ça, mais on parle de tourisme médical. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous avez déjà eu à prendre en charge des personnes qui étaient allées se faire opérer. Oui, beaucoup. Dans ma pratique actuelle, et encore plus quand j'étais à l'hôpital, donc sur tous les CHU parisiens, il y a des services d'urgence. Et donc, quand il y a des services de chirurgie plastique attachés à l'hôpital, vous avez parfois le SAMU qui arrive de Charles de Gaulle avec la patiente. Ah oui? Oui. Donc, il y a des patientes qui ont des complications parce qu'elles sont opérées par des techniques peut-être trop agressives. Mais la plupart, moi, de celles que j'ai vues, elles sont très bien opérées parce que quand on se fait opérer en Turquie, en Tunisie, qui sont les 2 grosses destinations de tourisme de chirurgie esthétique, souvent les chirurgiens sont excellents, ils sont très bien formés, c'est pas ça du tout le problème. Le problème, c'est déjà de prendre l'avion 2 jours après avoir fait une chirurgie parfois lourde, c'est extrêmement risqué pour le risque de phlébite et d'embolie pulmonaire. Et surtout, derrière, il n'y a pas de suivi dont on parlait tout à l'heure. C'est le moment où, en fait, il se passe le plus de choses. Et en fait, quand vous quittez le pays, alors déjà, un suivi à distance, ça peut être compliqué. Mais même, en fait, souvent, il n'a pas lieu parce que le chirurgien, le patient délivre le chirurgien de sa responsabilité en quittant les frontières. Ah oui. Donc derrière, elles sont parfois en relation avec une vague secrétaire qui fait la liaison en traduisant, mais la plupart du temps, elles sont assez seules et elles ont besoin nécessairement d'être vues, d'être rassurées, d'être prises en charge, même ne serait-ce que pour avoir une prescription d'un antibiotique ou d'un médicament contre la douleur. C'est qu'à nouveau, la chirurgie, c'est pas juste passer sur le billard, comme on dit, c'est un processus qui est long et tout le suivi, il est aussi important que l'acte. Pour la réussite. Oui. Alors, la médecine s'est banalisée. Vous avez l'impression que la chirurgie esthétique aussi, ou finalement on essaie plutôt de ne surtout pas aller se faire opérer ou... Il y a de tout. Il y a les complètement contre, qu'on ne verra jamais. Il y a ceux qui sont totalement pour. Et puis, il y en a qui arrivent en disant oh, je suis vraiment contre, mais je viens juste me faire mon botox. Et puis, elle vous dit mais pour les paupières, vous faites quelque chose. Puis, à la fin, elle repart avec l'information sur la blépharoplastie. Donc je pense que l'attention à l'image, c'est quelque chose qui est propre à l'être humain et c'est pas récent du tout. La lutte contre le vieillissement aussi, c'est une obsession de tout temps. Peut-être que les gens sont un peu plus à l'aise, peut-être que les gens s'en fichent un peu plus du qu'en dira-t-on. Et puis plus on a dans son entourage des gens qui l'ont fait, qui en parlent, au final ça devient quelque chose avec lequel qu'on peut assumer un petit peu plus. Donc c'est pas forcément qu'on y a recours plus vite, mais en tout cas, c'est devenu presque un non-événement dans certains cas. On se fait opérer ou on se fait faire une injection comme on fait autre chose. Mais c'est pas pour autant que les gens n'ont pas la mesure des risques qu'ils prennent. Oui. Donc, il y a quand même l'influence des réseaux sociaux ou finalement pas tant que ça? Je pense que les réseaux sociaux, ils ont une influence sur les très jeunes peut-être, mais pas sur les patientes de 70 ans que je vois en consultation. Ça, je ne pense pas qu'elles viennent par Instagram. Je pense qu'on surestime quand même l'effet des réseaux sociaux. À nouveau, la chirurgie esthétique, si les Égyptiens étaient inquiets de l'aspect de leur nez, c'est bien que ce n'était pas à cause d'Instagram et TikTok. Alors donc, vous dites, c'est peut-être plus facile d'y recourir aujourd'hui, mais on le voit et on l'entend, ça reste quand même parfois tabou. Comment on l'explique ça? Parce que certaines personnes voient ça comme un aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'on nous a tellement rabâché qu'il fallait s'assumer, qu'il fallait s'aimer, qu'il fallait aimer ses kilos en trop, aimer ses rides, que certaines personnes voient ça comme une petite faiblesse de se dire j'ai triché, j'ai été voir un chirurgien, faut pas que je le dise parce que c'est la honte, ça veut dire que je m'assume pas, ça veut dire que je m'aime pas, ça veut dire... Et ça fait une raison de plus en fait qui accule les gens de se dire je suis vraiment un raté d'avoir cédé à cette facilité. Alors qu'il n'y a rien de facile dans le fait d'aller voir un chirurgien esthétique. Les patients que je vois, parfois, ça fait 1 an qu'ils se disent qu'ils sautent le pas et au contraire, ils ont l'impression de faire quelque chose de courageux, de enfin prendre à bras-le-corps leurs problèmes et de se dire non, je vais arrêter de tourner en boucle dans ma tête en me disant que je peux pas mettre de jupe, je peux pas mettre de maillot de bain cet été, comment je vais faire sur la plage. Non, ils se disent c'est bon, ras-le-bol, je m'en occupe et je règle ce problème. Et derrière une intervention chirurgicale, on a dit c'est un coût, c'est des douleurs, c'est du stress, c'est de la fatigue,
c'est pas une partie de plaisir. Donc c'est jamais de la facilité de se faire opérer pour moi. Et l'autre critique qu'on fait, c'est finalement y aller, c'est aussi, est-ce que c'est pas aussi être perméable aux injonctions d'aller se faire opérer? On est tous un peu perméables aux injonctions, que ce soit la consommation, vous voyez, c'est pas que la beauté. Après, la chirurgie esthétique, elle n'a pas non plus pour pouvoir de stopper le temps. Une femme qui est soumise aux injonctions de la jeunesse, c'est pas parce qu'elle se fait un botox qu'elle va rester bloquée, elle va l'air d'avoir 25 ans. L'idée, c'est juste d'avoir un petit coup de pouce pour justement accompagner ce processus de vieillissement qui est propre à tous les gens vivants et c'est une chance de vieillir et c'est jamais quelque chose qui doit être vu comme quelque chose de triste. Mais si ça leur permet justement de pleinement embrasser leur âge, de se dire je fais quelque chose contre cette ride ou contre ce petit bout de peau qui me dérange pour que justement je me sente à l'aise dans mes baskets et bien dans ma peau avec mon âge. À nouveau, un lifting, ça donne pas l'air d'avoir 25 ans. C'est juste avoir l'air plus dynamique, plus reposé et ça permet aux femmes et aux hommes qui en bénéficient de retrouver une certaine adéquation entre leur reflet et ce qu'ils ressentent dans leur tête. Et c'est un petit coup de pouce à nouveau, c'est pas une gomme magique, la chirurgie esthétique. Alors les excès, ils font peur aussi par rapport aux jeunes générations qui ont l'air décomplexées d'ailleurs par rapport à toutes ces techniques. Si on commence tôt à aller faire des actes et tout, est-ce que justement, il y a un moment, est-ce qu'on ne va pas perdre sa personnalité, la singularité de son visage? Si, bien sûr, mais pour moi, c'est des patients à qui il faut dire non aussi particulièrement. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils se détendent par rapport à ça. C'est sûr que si à 20 ans, on commence à être obsédé par le moindre pli qui arrive sur la peau, on va être malheureux. Et pour moi, ce n'est pas des patients qui doivent être pris en charge par un chirurgien esthétique, plus par un psychologue. Donc c'est vrai que le chirurgien esthétique qui accepterait de faire du botox à une femme de 20 ans, pour moi, c'est problématique. Oui, mais vous parlez tous, vos confrères, vos consoeurs, on entend beaucoup cette histoire de prévention. Mais la prévention, elle se fait quand il y a quand même des rides qui sont là. Donc il faut prendre soin de sa peau. Ça passe par plein de choses. La prévention, c'est pas fumer, c'est se protéger du soleil, c'est faire attention. Mais c'est pas pour autant faire des traitements. Pour moi, la prévention du vieillissement, comme en fait ça permet aussi de prendre soin de sa santé plus globalement, c'est vertueux. Parce que moi, quand je conseille à une patiente de ne pas s'exposer au soleil pour les rides, ce que j'ai avant tout dans l'esprit, c'est les cancers de la peau. Malheureusement, les patientes, elles sont plus sensibles à l'argument ride que cancer de la peau parce que souvent, elles se disent je connais personne qui en a, ça ne me concerne pas trop. Par contre, les rides, ça c'est important. Et alors vous-même, est-ce que vous avez été influencée ou est-ce que vous êtes influencée par un certain type de beauté ? Moi, je suis fascinée par la beauté femme-homme. Alors, c'est vrai qu'il y a certains visages qui sont incroyables, que j'aime bien essayer d'analyser pour voir qu'est-ce qui les rend particuliers. Mais de plus en plus, je trouve quand même, et c'est aussi quelque chose qui se voit un peu sur les réseaux, certaines imperfections qui sont mises en avant et qui, je trouve aussi, ont un côté parfois complètement fascinant, que ce soit certaines taches sur le visage qui peuvent être... Il y a des mannequins sur Instagram qui ont des névus géants, névis géants sur le visage, qui leur fait des yeux de couleurs différentes, parfois des nez aussi avec des bosses qui ont vraiment du cachet. Et ça, je trouve, c'est sublime. Et je suis contente de voir aussi ça sur les réseaux sociaux parce que personnellement, les petits nez en trompette, les grosses bouches toutes identiques, non, c'est pas ça la beauté. Ça crie l'artificiel. La beauté, elle est sous 1000 formes différentes et c'est justement toute cette complexité qui rend ça fascinant entre les différentes ethnies, entre les différents âges aussi. Et ça, c'est quelque chose aussi, moi, que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, donc c'est plutôt chouette. Oui, c'est sûr. Et vous voyez, on en sera où dans 10 ans? Vous avez vu des innovations bluffantes? Est-ce qu'il y aura encore de la chirurgie esthétique? Alors oui, ce qui est beaucoup en train de monter dans le milieu de la médecine et qui va, je pense, bouleverser les prochaines années, c'est l'intelligence artificielle. Je pense qu'il y a beaucoup de spécialités qui seront devenues vraiment remplaçables. Je pense que nous, on est assez protégés dans notre métier, la chirurgie plastique, parce que la beauté, par définition, il ne faut pas qu'elle soit robotisée, uniformisée. Et l'art, c'est quelque chose qui est vraiment propre à l'humain, qui ne pourra jamais être remplacé par un robot, même s'il y a des chansons écrites et des tableaux peints par un robot. Il y aura toujours quelque chose de différent. Vous avez un rapport apaisé à votre apparence ou est-ce qu'il vous est arrivé par le passé d'avoir comme
souvent un complexe ou... Oui, moi, adolescente, comme tout le monde, il y avait des défauts. Après, c'est vrai que moi, j'ai plusieurs amis qui m'ont dit, mais j'aurais pas pu faire chirurgie esthétique parce que j'aurais été obsédée ensuite par tous les défauts. Et en fait, plus je pratique et plus je vieillis, plus je suis détachée aussi par rapport à tout ça. Parce que même si mes défauts, je les connais et ils sont présents, je suis beaucoup plus sereine avec parce que je me dis, je vois tellement de femmes qui souffrent énormément et qui justement sont prêtes à se faire opérer tellement elles sont mal. Moi, j'ai cette chance que mes défauts, ils sont là. Enfin, pour cela, en tout cas, j'ai pas envie de me faire opérer. J'ai de la chance quelque part. Et du coup, j'ai un regard beaucoup plus doux aussi sur moi parce que je vois les femmes quand même se faire beaucoup de mal au quotidien. Et il y a plein de fois en consultation où je dis mais non, il n'y a rien à faire. Je vous ferai rien parce que vous avez besoin de rien. Et elles me regardent incrédules. Et je vous dis, c'est des femmes où on serait toutes d'accord pour dire elles sont presque parfaites, elles sont magnifiques. Et elles viennent et elles sont vraiment mal. Et moi, je suis témoin de ça au quotidien. Et du coup, je me dis, mais c'est terrible parce qu'elle se gâche la vie. Et donc, je n'ai pas envie de faire ça. Et je me dis, j'ai cette chance d'avoir au moins un certain recul. Et justement, je ne suis pas du tout à la recherche de la perfection. Je suis plutôt détachée par rapport à ça. Peut-être parce que justement, je vois beaucoup de femmes qui souffrent beaucoup et que je me dis, il y a pire, donc ça ne vaut pas le coup de se flageller. Ouais. Et alors, j'allais vous demander comme qui ou comment vous aimeriez vieillir, mais peut-être qu'avec justement toutes ces avancées, toutes ces techniques à votre disposition, vous n'allez peut-être pas vieillir. Ah, si, je vais vieillir. Bien sûr que je vais vieillir. J'ai déjà plein de cheveux blancs. Depuis ma première année de médecine, ça a commencé et ça ne s'est jamais arrêté. Ce qui est marrant, c'est que je vois parfois en consultation vraiment des femmes qui ont 70, 75 ans, mais qui sont sublimes. Et ça, c'est les gens qui sont souriants, qui ont parfois peut-être eu une belle vie, mais pas que. Il y a des gens qui vivent des choses hyper dures et qui pourtant ont une espèce de rayonnement et qui font qu'elles sont belles. Et c'est ça l'objectif, c'est juste, je pense, c'est des personnes qui, quelle que soit la période de leur vie, ont des projets, sont heureuses, mesurent la chance de vivre ce qu'elles vivent et d'être là où elles sont. Et ça les rend belles. Il ne faut pas sous-estimer le pouvoir des émotions sur le visage qu'on a aussi. C'est pas que les plis dans la peau, c'est aussi ce qui transpire et la personnalité. Hein. Donc garder une personnalité dynamique, joyeuse et reconnaissante. Et je pense que ça rend beau aussi. Et puis, bien sûr, si j'ai besoin d'une blépharo ou d'un lifting, je ne me priverai pas si ça me fait plaisir. Mais voilà, c'est plus vieillir comme quelqu'un qui est heureux de chaque étape de sa vie et de jamais oublier que le vieillissement, c'est pas quelque chose de triste. Merci beaucoup, Dr Marie-Charlotte Dutot, d'avoir partagé avec nous votre expertise et vos convictions. Chères auditrices, chers auditeurs, j'espère que vous avez apprécié cet épisode et que vous le partagerez autour de vous. J'attends votre commentaire, une question ou toute autre remarque sur mon compte Instagram Injonction et Bistouri, bien sûr. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre 5 étoiles sur votre plateforme préférée. C'est précieux pour augmenter la visibilité et les écoutes de ce podcast indépendant. Ça, je vous le dis souvent. Allez, je vous laisse. Prenez soin de vous. Et à vos écouteurs dans 2 semaines pour un nouvel épisode sans retouche.